Bien, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la commune de Ballon-Saint-Marc. Le 8 août 1944, le 3e corps d'armée du général Patton, dans lequel était présente également la division Leclerc, libère la ville du Mans en fin d'après-midi. Le 9 août, la 5e division blindée US et la 2e division blindée française font mouvement vers le nord du département en direction d'Alençon. Ça n'a pas été très facile, les routes étaient un petit peu encombrées, il y a eu quelques embouteillages, ce qui a pris un petit peu de retard. La libération de Ballon-Saint-Marc s'est effectuée en 2 temps. D'abord le 9 août, concernant le bourg de Ballon. Les Allemands avaient, dès la veille du 8 et aussi le 9 au matin, mis en place des points de défense au carrefour de Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent, qui habitent ici, et également au carrefour de la Croix-de-Pierre. Ces points de défense ont été tenus toute la matinée, et puis, ayant l'information de la progression des forces alliées, les Allemands, effectivement, ont quitté ces points de défense pour replier vers Saint-Marc et pour aller en direction de Bonne-Étable. La commune de Ballon a été libérée par des premiers éléments des troupes américaines en fin d'après-midi, vers 20 h. Elles ont progressé en direction de là où nous sommes et de chaque côté de la place de la République ont positionné des éléments de part et d'autre pour protéger les choses. Cette situation a dégénéré car en cours de soirée, des éléments blindés allemands ont débouché en provenance de la commune historique de Saint-Marc-sous-Ballon, sont arrivés dans le carrefour et se sont retrouvés pris entre d'une part et d'autre par des blindés US. Il s'en est suivi bien évidemment des échanges de tirs et je vais vous rappeler le témoignage d'un habitant de Ballon qui à l'époque était un gamin de 10 ans et qui a vécu ces choses en direct. Ce gamin, c'est Maurice Goulette, qui est décédé l'année dernière. J'avais 10 ans, j'en ai 88 aujourd'hui, puisque je suis né à Ballon le 8 juin 1934, rue Nationale, qui est devenue rue de Général Leclerc, au-dessus de l'épicerie Goulette. Le 10 août 1944, les jours d'avant et ceux qui ont suivi, sont toujours présents dans ma mémoire. Ce que je raconte, ce sont les souvenirs d'un gamin de 10 ans, ayant l'esprit éveillé, mais ce n'était qu'un gosse. Aussi, ma vérité est à la fois exacte et imparfaite. Ce que j'ai vu, entendu directement, mais aussi les conversations des adultes écoutées en douce. Rien n'échappe aux gamins. Le 9 août, le temps était beau, mais tout était silencieux, comme avant un orage. Vers 16 h, un avion a mitraillé des véhicules en direction de Saint-Marc, sans doute sur la route de Courcebeux. Le lendemain, nous avons appris que quelques personnes avaient été abattues devant leur porte par les Allemands. Dans le lot se trouverait M. Mézeret, demeurant rue Saint-Laurent, et le père Toussaint, qui habitait à côté de la boulangerie Binet, aujourd'hui rue Paul-Élias. Je connaissais ces 2 personnes. Dans l'après-midi, mes sœurs et maman ont confectionné des drapeaux, des Français. On en avait, mais la confection des drapeaux anglais et américains était plus difficile. Combien fallait-il mettre d'étoiles et de bandes, et dans quel ordre pour les couleurs? That is the question. Le petit Larousse illustré nous a été fort utile. Vers 20 h, les chars américains sont entrés dans Ballon, venant de Souligné. Pour marquer leur arrivée, ils ont détruit quelques cheminées qui auraient pu servir de poste d'observation. L'horloge de l'église, ici, a laissé place à un grand trou et le clocheton des halles a été raccourci. Le château n'a pas été en reste et une immense ouverture dans la charpente du donjon est restée visible longtemps. Toutes les maisons se paraient de leurs drapeaux et les Ballonnais manifestaient leur joie. Cela n'a pas duré longtemps. Tout à coup, nos libérateurs ont disparu dans leurs chars et refermé leurs tourelles. Le premier chef de char, avant de s'enfermer, nous a fait un grand signe de la main et disant dans un français approximatif « Rentrez, rentrez dans vos maisons ». La rue faisant un léger coude,
des fenêtres de l'épicerie, nous pouvions voir vers la gauche l'entrée du champ de foire et à droite l'entrée de la place du marché. Surpris par le changement d'attitude des Américains et n'ayant pas compris le message, nous regardions la colonne de chars. Nous avons vu le char se trouvant dans l'alignement de la rue de Charles-Coutard tourner sa tourelle et envoyer un obus vers la route de Saint-Marc. Quelques instants après, nous avons aperçu un bruit de ferraille et un engin allemand s'est immobilisé près du café Deniol, aujourd'hui pharmacie. Un drapeau blanc est apparu au-dessus de l'auto-chenille, mais parmi ces soldats, certains ne devaient pas être d'accord et ont ouvert le feu sur un soldat américain qui allait les faire prisonniers et qui est mort presque en dessous de nous, entre la porte de la mère Lecomte et la vitrine de l'horloger Blin. Aussitôt, le char devant la maison a tiré un obus. Le véhicule allemand a pris feu. Le carburant et les munitions aussi. Et 4 maisons ont été incendiées, ainsi qu'une partie de l'hôtel de la Tête Noire. La population s'est mobilisée pour lutter contre le feu. Or, quelques jours avant, les Allemands avaient embarqué la motopompe des pompiers. Or, il ne restait qu'une antiquité, une pompe à bras, fixée sur un bac qu'il fallait remplir à la main, le tout fixé sur un chariot que l'on déplaçait manuellement. Les habitants de la commune faisaient la chaîne avec des seaux d'eau au départ de tous les puits du bourg. Le corps de l'Américain a été déposé, recouvert d'un drapeau, dans l'entrée de la maison de la mère Lecomte, afin de permettre la circulation des seaux. Pendant que les adultes se mesuraient avec le feu, nous avions été avec ma petite sœur et mon petit frère mis à l'abri dans la cave. Mon père l'avait débarrassé de ses tonneaux et installé des matelas et diverses choses nécessaires. Au cours de la nuit, d'autres gamins nous ont rejoints. On entendait par-ci, par-là, des obus siffler, mais c'était loin. Nous n'avions pas peur, et comme tous les Kenyos inconscients, on trouvait ça rigolo. Le lendemain, 10 août, nous avons vu les restes de l'incendie. La carcasse calcinée de l'engin allemand avait été traînée au fond de la place, là où plus tard fut construite la mairie, salle des fêtes. Nous avons vu passer les restes carbonisés des soldats allemands dans le bagnot, le tombereau de la ferme de l'hospice, qui ont été placés sur l'herbe à gauche de l'entrée du champ de foire, en attendant leur prise en charge par les services compétents. Des convois incessants de chars, de jeeps, de GMC grignotaient en passant les bordures de trottoirs et les murs de certaines maisons. Ces marques se sont vues longtemps. Des files de fantassins passaient sur les trottoirs pour aller faire le nettoyage du pays libéré. Nous avons observé, allant dans le sens inverse, des GMC surchargés de prisonniers. Un fait m'a marqué vraiment. Une jeune femme entourée de FFI, peut-être de la dernière heure, se faisait déshabiller jusqu'à la ceinture tout en marchant et conduite devant la maison brûlée du coiffeur pour y être tondue. Avec une claque d'encouragement, j'ai été prié de rentrer dans la maison, mais par une des tabatières du grenier, j'ai observé la scène. Les gendarmes ont fondu la foule pour la coffrer afin d'éviter son lynchage. J'ai entendu tous ces cris de haine proférés par des gens que je croyais convenables, ce qui m'a coupé l'envie de participer à tout jamais à des manifestations extrêmes. L'historien Alexandre Aubry a dénombré effectivement quelles ont été les pertes humaines au cours effectivement de cet accrochage dans le centre-bourg. Pour les pertes américaines, 1 mort et 6 blessés. Pour les pertes allemandes, 9 morts et 5 blessés graves. Et 1 personne civile. Si effectivement, ça c'est le premier temps, le deuxième temps de la libération de Ballon-Saint-Marc, c'est le 10 août, où là, tous les éléments de la division Leclerc, et notamment ceux des sous-groupes tactiques du commandant Massu, Noiret, Mainjonnet et Farret, étaient effectivement arrivés dans le secteur. Et donc c'est eux, effectivement, qui ont combattu le lendemain dans les bas de Ballon, c'est-à-dire toute la partie nord à l'arrière de Moix, dans tout le secteur à l'intersection de la route de Mamers, de Beaumont et de
congé, voilà, autour des lieux-dits que chacun connaît ici, les baillis, Maleffre, le pont, la graineterie, et jusqu'au ruisseau à l'intersection de la route de Beaumont et de la route de Théier. Donc ça a été effectivement une matinée extrêmement dure, où il y a eu de nombreux accrochages et beaucoup de pertes, mais les éléments de la division Leclerc ont su surmonter les choses pour pouvoir continuer leur progression. Mais là aussi, ça a été un bilan extrêmement sévère, puisque les Américains ont eu 5 tués et 4 blessés, la deuxième DB, 6 tués, 6 blessés, les Allemands, 6 tués, 8 blessés et 12 prisonniers. À noter également d'ailleurs que dans cette matinée, il y a eu des victimes civiles, et je voudrais les rappeler, leur nom est d'ailleurs inscrit sur le monument aux morts derrière moi. Il s'agit de Albert Château, Louis Toussaint, Hervé Gabriel et un blessé qui était le gendarme Victor Gasnier. Voilà les éléments de la libération de Ballon-Saint-Marc. Et je voudrais rajouter aussi un élément, c'est que si effectivement Ballon-Saint-Marc était libéré par les troupes alliées, il se trouvait aussi qu'à côté, il y avait des résistants qui œuvraient, et notamment un résistant qui s'appelle Paul Ilias, qui était dès 14 ans éclaireur de France et qui avait décidé de rentrer dans la résistance, qui était connu pour avoir œuvré sur de nombreux endroits en Sarthe, et qui, avant la libération de Ballon, s'est retrouvé effectivement ici pendant plusieurs jours, à amener des armes, à cacher des armes, à déplacer des armes, et il s'est trouvé que le 8, c'est-à-dire la veille de la libération de Ballon-Saint-Marc, Paul Ilias a été pris par des troupes allemandes dans une voie communale en dessous du donjon, fait prisonnier et emmené sur un blindé remontant toute la côte que l'on voit ici, la côte du donjon. Et à ce passage-là, d'autres personnes ont également été saisies. Il s'agit de Fernand Bancal, 39 ans, Fernand Pouillon, 32 ans, Ernest Carré, 20 ans, et Pierre Bénard, dit Lucien, dont on a trouvé le nom plus tard, 22 ans, Paul Ilias ayant, lui, 20 ans. Donc toutes ces personnes ont été emmenées sur des blindés, traversant la rue Paul Ilias, prenant la rue Carnot pour descendre le bourg de Saint-Marc-sous-Ballon, et empruntant ensuite la départementale en direction de Coursemont, et à un lieu-dit qui s'appelle la Blairie. Ces 5 personnes ont été fusillées par les Allemands. Un seul a survécu, Fernand Bancal, voilà. Et donc, nous avons effectivement cette mémoire à honorer par rapport à ces résistants qui ont contribué à côté des forces armées, sans doute aussi à permettre la libération de notre commune de Ballon-Saint-Marc. Et le conseil municipal a honoré sa mémoire en donnant son nom à la rue qui est juste derrière, voilà, qui auparavant s'appelait, j'ai perdu le nom, ça va me revenir, voilà, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, c'est la rue Paul Ilias. Voilà, voilà les éléments que chaque année, au cours de cette commémoration, on rappelle pour effectivement honorer la mémoire de tous ceux qui ont permis la libération de notre commune. Voilà. On va observer 1 minute de silence.